Je suis assis dans un bar quelque part dans le sud de la France, dans le Tarn, je crois. Je n'ai pas pris la peine de demander, la police est en route. La propriétaire du bar les a appelés dès qu'elle m'a vu tituber à l'intérieur, couvert de... Elle se tenait au comptoir et s'est précipitée sur le téléphone à ma vue, une réaction purement instinctive. Je devais avoir l'air plutôt affreux, je me sens affreux. En attendant, je vais taper ce qui m'est arrivé. Je suis épuisé physiquement, psychologiquement, spirituellement, et je n'étais pas une personne spirituelle plus tôt aujourd'hui. On m'a dit qu'il faudra un moment pour que la police arrive, qu'ils se font généralement attendre quand ils reçoivent des appels de cet endroit. Je suppose que c'est compréhensible, vu le lieu et la clientèle présente. Ce n'est pas un endroit à l'aspect accueillant, contrairement à l'hospitalité que j'ai reçue de sa propriétaire. Je pense que le bar veut donner l'impression d'être un bar sportif. Il l'a peut-être même été il y a des années, mais maintenant, c'est juste un endroit terne et délavé, avec des enseignes de travers, des drapeaux mal accrochés et des souvenirs sportifs dépassés. Je me sens affreux. La propriétaire a insisté pour que je lui donne ma veste. J'ai obéi, et je me souviens avoir eu l'impression d'avoir plutôt retiré quelque chose de lourd, comme un manteau d'hiver ou une armure. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait après l'avoir mise dans un sac poubelle, mais je crois avoir senti il y a un instant l'odeur de quelque chose qui brûlait, une sorte de tissu. On m'a donné quelques serviettes pour m'essuyer le visage, et je n'ai pas été surpris de les trouver légèrement imprégnées de whisky. Mon épaule me fait mal, mais la douleur est tolérable pour le moment. J'ai bu quelques verres, ça fait environ 15 minutes, 10 depuis que le choc s'est dissipé, et je suppose que je vais commencer maintenant. J'ai décidé de l'écrire dans l'espoir que ça m'aidera à l'oublier plus tard. Je sais que si je le garde à l'intérieur, si je le laisse se développer dans mon esprit, ça finira par me rendre fou. Veuillez excuser les éventuels écarts, divagations, digressions, etc. C'est une chose difficile à garder en soi, mais je suis sûr que ce sera encore plus difficile à extérioriser, à mettre en séquence cohérente. Je ferai de mon mieux, peut-être encore un verre d'abord. Cela s'est passé quand j'étais en CE1. Je me sentais malade ce matin-là, mais je voulais quand même aller à l'école. J'ai réussi à tenir pendant la première heure, mais ensuite on m'a renvoyé chez moi parce que j'avais de la fièvre. Heureusement, nous habitions dans la même rue que l'école, donc au lieu de faire venir mes parents du travail pour me chercher, j'ai simplement marché jusqu'à la maison. C'était normal pour moi de rentrer seul, je ne m'inquiétais jamais. Ce n'était qu'une courte promenade. Je suis entré et je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis couché et je me suis endormi avant même de m'en rendre compte, et je dormais profondément. Mais j'ai été réveillé par un bruit venant d'en bas. Honnêtement, j'ai juste pensé que c'était ma mère qui revenait de son travail à temps partiel ou des courses, et l'école l'avait probablement appelée puisqu'elle m'avait réveillé. Je me suis dit que je ferais aussi bien de descendre la voir. J'ai descendu l'escalier silencieusement. J'avais envie de la surprendre ce jour-là. J'avais probablement un sourire sur mon visage alors que je descendais lentement les marches. Cependant, ce sourire aurait vite disparu quand j'ai réalisé que maman n'était pas en bas. Quelqu'un d'autre s'y trouvait. C'était notre voisin, un homme d'environ 50 ans qui habitait à côté. Je me suis arrêté et l'ai fixé du regard, et il avait un couteau à la main. Me voyant à la maison, il a paniqué. Maintenant que je suis assez âgé, je comprends qu'il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un. Il aurait supposé que la maison serait vide, ou je crains de penser que ma mère aurait pu être seule à la maison. Avant que je puisse commencer à comprendre ce que je voyais et à me demander ce qui se passait, il m'a parlé. « Hé, tu peux garder un secret ? Personne n'a besoin de savoir que j'étais ici, d'accord, mon petit ?» Mes yeux étaient rivés sur le couteau dans sa main pendant qu'il parlait. Mon cerveau se mettait en marche. Souvenez-vous, je venais juste de me réveiller et j'avais de la fièvre, et maintenant je commençais à assembler les pièces du puzzle. Enfin, j'essayais de mon mieux. Je n'étais qu'un enfant quand c'est arrivé. J'ai fixé ce couteau et je me suis dit, je suis en danger. J'étais tellement effrayé quand la gravité de la situation m'a frappé que tout ce que j'ai pu faire,
s'est hoché la tête pour dire oui. Il m'a souri quand j'ai acquiescé. Puis à ma surprise, il s'est retourné et est parti. J'ai couru vers la porte et l'ai verrouillée. Je suppose que j'avais dû oublier de la verrouiller en rentrant de l'école. Je voulais le dire à mes parents, mais je pensais que mon voisin pourrait me tuer si je leur disais. Il m'avait tellement effrayé avec ce couteau qu'il avait à la main qu'il n'y avait aucune chance que je puisse rompre la promesse que j'avais faite avec lui. Je devais garder ce secret, et donc je n'ai rien dit à mes parents. Environ 1 mois s'est écoulé, et la vie était plus ou moins redevenue normale. Je pensais souvent aux voisins, et je n'aimais pas être seul à la maison après l'école en attendant que mes parents rentrent, mais je survivais. Un après-midi après l'école, j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allé ouvrir, et c'était le vieil homme d'à côté qui se tenait là. Il avait plein de bonbons qu'il voulait me donner. J'étais tellement stupide d'ouvrir la porte alors que j'étais seul à la maison après ce qui s'était passé. Je me rends compte maintenant à quel point j'ai été imprudent d'ouvrir la porte alors que j'étais seul à la maison après ce qui s'était passé, et je sais mieux maintenant. À contre-cœur, j'ai accepté ce qu'il offrait, et j'ai vite refermé la porte. Après cela, il me croisait ou venait à la maison 1 fois par mois, apportant toujours des bonbons, et il souriait en disant « Voilà pour toi, mange-les ». À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il continuait à me donner des sucreries. Avec le recul, je suppose que c'était pour m'acheter le silence. Je ne peux pas en être certain, mais c'est ce que ça semble être. Je n'aimais pas être récompensé pour des raisons que je ne comprenais pas. Ça semblait incorrect et un peu troublant. Chaque fois que je le voyais me sourire avec ses bonbons à la main, je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer tenant avec des bonbons alors que ma mère était à la maison. Je ne voulais pas lui parler ni le regarder dans les yeux, alors ma mère a trouvé des excuses pour moi, disant des choses comme « Oh, il est juste timide ». Elle a même ri, trouvant ma timidité attendrissante, je suppose, mais elle ne connaissait pas le secret que je gardais pour elle. Des mois ont passé, puis j'ai appris que notre voisin effrayant était décédé, et c'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Mes parents pensaient que je serais dévasté parce que pour eux, il semblait que nous avions une sorte de lien profond. Mais au lieu de cela, je célébrais, je ne pleurais pas. Je n'ai pas versé une larme pour cet homme. La vie a continué. J'ai grandi, j'ai déménagé et j'ai commencé une vie à moi. J'ai toujours été un peu sur mes gardes quand j'étais seul à la maison, mais c'est devenu plus facile au fil des années. Le week-end dernier, je suis retourné dans ma ville natale et on m'a rappelé notre voisin lors d'une fête de quartier avec mes parents. Quelqu'un l'a mentionné. J'ai écouté. Ce vieux type adorait parier sur les courses de chevaux et jouer aux machines à sous. Quelqu'un a mentionné et une autre personne a ajouté « Oui, je me souviens surtout qu'il était alcoolique. Il venait chez nous sans être invité tout le temps. J'ai dû lui parler sévèrement 1 fois pour le faire partir. » Puis un autre a ajouté « N'est-ce pas drôle comme tous les vols dans le quartier se sont arrêtés après son décès ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était probablement là ce jour-là pour nous cambrioler. Peut-être même pire si ma mère avait été seule à la maison, ce qui arrivait souvent parce qu'elle travaillait à temps partiel. Les choses auraient pu se passer très différemment. Il devait m'acheter avec des bonbons pour garder un secret. C'était un voleur alcoolique qui s'en prenait à notre quartier. Je peux encore voir son visage et le couteau dans sa main. C'est un souvenir qui me hante jusqu'à ce jour. J'ai travaillé à la sécurité d'Euro Disney, l'endroit le plus heureux de France. En temps normal, je ne dirai pas où je travaille, car il y a évidemment des règles assez strictes sur ce que les employés peuvent mettre en ligne, mais je ne pense pas pouvoir raconter cette histoire correctement sans ce contexte, et honnêtement, je crois que c'en est fini pour moi avec ce travail. Je ne me vois tout simplement plus y travailler. J'étais dans cette entreprise depuis 23 ans. Les 20 premières années, j'ai travaillé dans les parcs à attraper les voleurs à l'étalage et à m'occuper des personnes qui buvaient trop sous la chaleur. Occasionnellement, il y avait des bagarres séparées, mais
les gens restaient généralement assez calmes. La chaleur et la marche étaient devenues trop pénibles pour moi ces dernières années, alors j'ai demandé à être transféré quelque part avec la climatisation, et l'entreprise m'a muté dans l'un de leurs hôtels. Bien que les conditions de travail soient 110% meilleures en ce qui concerne le climat et le confort, les problèmes avec les clients étaient plus délicats, principalement des disputes familiales. Je suppose que les dépenses et le stress affectaient beaucoup de gens, et j'étais appelé par les chambres voisines parce que des parents se criaient dessus. J'essayais de leur suggérer de faire une sieste ou d'aller faire des activités séparées pendant un moment, et cela les calmait généralement. Mais ce n'est pas ce pourquoi je suis ici. Je dois raconter cela pendant que j'ai encore le temps. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de la direction. Apparemment, quelques jours avant, le service d'entretien était entré dans une chambre qui aurait dû être libérée ce jour-là. Libérer signifie qu'un client part vers 11h et que le prochain client arrive vers 15h. Tous les effets personnels des clients étaient encore dans la chambre. Le personnel d'entretien l'a noté et a continué. Mais pendant les 2 jours suivants, quand ils sont entrés dans la chambre, tout était toujours là et intact. Je suis allé vérifier et, effectivement, il y avait une chambre vide pleine de bagages, vêtements, collations, quelques jouets, tout ce dont une famille aurait besoin pour des vacances. Le directeur avait déjà consulté la réservation précédente, et c'était pour une famille, père, mère, 2 jeunes enfants. J'ai essayé d'appeler leur numéro de téléphone, mais je n'ai eu que des messageries vocales. Alors j'ai pris la décision que le service d'entretien devrait nettoyer la chambre et conserver les effets personnels de la famille jusqu'à ce que nous puissions contacter quelqu'un. J'ai fouillé davantage dans la réservation. La famille était arrivée 5 jours avant que le service d'entretien ne découvre toute leur affaire. J'ai trouvé qu'ils avaient payé des frais de stationnement et la description de leur véhicule était répertoriée. Une rapide promenade dans le parking et j'avais facilement localisé leur véhicule, ce qui écartait l'hypothèse d'un accident de voiture où ils auraient décidé de laisser toute leur affaire derrière. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient acheté un forfait repas. C'est là que les clients paient d'avance tous leurs repas. On leur donne un certain nombre de crédits à utiliser pour les repas. Cette famille n'avait utilisé que 3 crédits, et le dernier était 2 jours après leur enregistrement. Il semblait que le jour de leur arrivée, ils étaient arrivés tard et étaient probablement restés à l'hôtel. Le lendemain, ils avaient utilisé 2 crédits à la Cité de l'Espace. Le 2e jour au parc, ils n'avaient utilisé qu'un seul crédit au parc principal, et c'était à l'heure du petit déjeuner. À Euro Disney, nous avons quelque chose appelé les bracelets magiques. Les bracelets magiques sont portés par les clients et servent de clés de chambre, de tickets de stationnement, de cartes de crédit, de réservation de repas, de paiement, de coupe-fil et plus encore. Ça m'a demandé du travail, mais j'ai finalement pu consulter l'historique des coupe-fils de la famille. Le jour où ils sont allés au parc principal, ils ont pris leur petit déjeuner dans un restaurant du parc, ont fait quelques attractions et puis leur dernière attraction, c'est un petit monde vers 11h. Puis plus rien. Enfin, il était temps pour moi d'impliquer quelqu'un d'autre. J'ai appelé un ancien collègue au parc principal et lui ai demandé s'il pouvait obtenir les images de sécurité pour « C'est un petit monde » à l'heure où ils l'ont fait, et je me suis rendu là-bas. Quand je suis arrivé, mon ami était très confus, presque bouleversé. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé. Il y a habituellement une caméra dans la direction où les attractions chargent et déchargent. Les images montraient qu'ils scannaient leurs bracelets pour utiliser les coupe-fils pour l'attraction et montaient à bord. Les images de la sortie de l'attraction montraient simplement les autres personnes dans le wagon qui sortait. Ils n'étaient pas là. Bien sûr, nous avons pensé au pire. Peut-être qu'un des enfants était tombé et que la mère, le père et l'autre enfant étaient descendus au milieu de l'attraction pour aider et qu'ils s'étaient tous blessés ou tués ou coincés dans la machinerie quelque part. Alors, nous avons fermé l'attraction en plein milieu de la journée. Coupé la musique et allumé les lumières.
Moi et mon pote avons fait le tour de l'attraction 3 fois avant d'appeler de l'aide. À la fin, il y avait près de 10 membres du personnel qui cherchaient et nous n'avons rien trouvé sauf 3 téléphones portables et un chapeau. J'étais perplexe. J'ai continué à creuser ces 2 derniers jours et je ne suis pas sûr à qui dire ce que j'ai trouvé ensuite. J'ai appelé la police et je suppose qu'ils sont en route, mais l'entreprise a une façon de dissimuler ce genre de choses. Et j'ai décidé que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne lançais pas une sorte d'avertissement. J'ai continué à creuser dans la réservation ces derniers jours. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'ils avaient acheté un memory maker. Il y a des photographes partout dans les parcs et des caméras dans beaucoup d'attractions, et avec Memory Maker, les photos sont toutes gratuites. Elles sont automatiquement ajoutées au compte Disney du client lorsque le système sait que leur photo a été prise. Et le système sait toujours où tout le monde se trouve avec les bracelets Clip-Kunst magiques. J'ai ouvert l'album Photo Memory Maker et je jure qu'il y a 732 photos. Les 30 premières environ étaient assez normales. La cité de l'espace, quelques attractions devant le château. Mais le reste sont toutes dans « C'est un petit monde ». L'attraction ne prend qu'une photo par tour. Il semble donc que cette famille ait fait cette attraction plus de 700 fois. La première photo était assez normale. Tout le monde avait l'air heureux. C'était une journée chargée et un wagon plein. La suivante est difficile à regarder. Le wagon est vide, à l'exception de cette petite famille, et ils ont l'air si confus. Dans les 10 ou 15 suivantes, je peux voir le père qui devient en colère, qui crie. La mère tient les enfants comme si sa vie en dépendait, et on peut voir que les enfants sont de plus en plus perturbés, pleurant au fur et à mesure. On dirait qu'ils essaient de sortir. Dans une, le père est absent. Dans une autre, ils ont tous disparu, comme s'ils avaient essayé de quitter l'attraction plus tôt et de sortir à pied, mais sur la toute prochaine, ils sont de retour dans ce fichu wagon. Après environ 450, je ne vois plus que la mère et les enfants. C'est juste que quand je regarde attentivement, je peux voir le père, ou peut-être juste son corps maintenant, affalé dans l'un des autres sièges. Depuis environ 675, il n'y a plus que la mère et un enfant, un autre corps sur un autre siège. La mère et l'enfant ne bougent plus. Je pense que ces deux-là sont encore en vie, juste quasiment catatoniques, regardant droit devant, pâles. Et je jure sur ma vie, les poupées bougent ou quelque chose dans certaines de ces photos. Je peux dire qu'elles ne sont pas où elles devraient être. J'ai même vu une des poupées dans le wagon avec la famille. Je ne peux plus regarder ou je vais perdre mon déjeuner. J'ai fermé l'album. Sa taille de fichier a augmenté depuis que je l'ai fermé. Mon Dieu, y a-t-il de nouvelles photos qui s'ajoutent ? Je vois sur les caméras de sécurité que la police locale vient d'arriver et va prendre le relais bientôt. J'aurais aimé savoir ce qui se passait, mais j'aurais aussi aimé que cette chose ne soit jamais tombée sur moi. Je ne pense pas pouvoir vous mettre à jour après avoir parlé à la police. Je pense que je vais sortir d'ici et ne jamais revenir. Je voulais juste faire savoir ça avant que Disney ne donne aux médias une sorte de couverture sur la raison pour laquelle toute la famille a disparu. Ils n'ont pas disparu. Je sais où ils sont. J'ai passé plus de temps dans les bois que dans mon propre jardin. Grandir avec Seth, comme meilleur ami, m'a permis d'échapper facilement aux corvées quotidiennes et aux devoirs en disparaissant simplement dans la nature sauvage derrière nos maisons. Nous avons commencé à explorer la forêt quand nous étions en CM1, et pour nous, les bois n'étaient pas seulement des arbres et des sentiers. C'était une aventure qui attendait de se déployer, quelque chose d'intact, de brut. Chaque week-end, nous prenions nos vélos, fourrions quelques encas dans nos sacs à dos et partions pendant des heures. Seth, je l'admets, avait toujours été le plus aventureux. C'était le genre de gamin qui ne craignait pas de se salir ou de se faire érafler. J'étais plus prudent, plus circonspect, mais le frisson de la découverte me poussait toujours à le suivre, peu importe à quel point nous nous enfoncions dans les bois. Il y avait ces mares à vaches là-bas, anciennes et boueuses. Nous faisions semblant de pêcher ou de patauger jusqu'aux genoux, chassant les moustiques tout en riant comme des fous.
Nous avons même trouvé une vieille cabane dans un arbre un jour, complètement abandonnée, ses planches de bois pourries, mais toujours en place. Seth y est monté, et bien sûr, je l'ai suivi, le cœur battant tandis que je sentais les planches craquer sous moi. Il m'a mis au défi de sauter. Je lui ai dit qu'il était fou, mais finalement, là-bas, je le faisais toujours. Des vestiges de vieilles personnes, de vieux campements, parfois même des vêtements. Occasionnellement, nous trouvions des traces d'une fête, généralement d'il y a longtemps, comme si des jeunes, dans les années 80 ou 90, avaient toé volé un pack de 30 bières et les avaient toutes bues là-bas sur une souche. Une fois, nous avons trouvé une affiche de personnes disparues pour un garçon de 14 ans. Elle datait de 2001. C'était profondément dans les bois, à des kilomètres de tout sentier ou route, et ça nous a définitivement fait frissonner. Plus nous explorions profondément, plus les choses que nous trouvions étaient étranges. De vieilles voitures rouillées couvertes de mousse et de lierre, des vestiges d'une vie abandonnée. Nous avons même trouvé un puits de mine, bien que nous n'ayons pas osé nous en approcher après que Seth y ait jeté un caillou et que nous n'ayons jamais entendu celui-ci toucher le fond. Cet endroit me donnait vraiment la chair de poule, mais Seth, bien sûr, l'adorait. « Il doit y avoir quelque chose de cool là-dedans », disait-il. Mais nous savions tous les deux que c'était un territoire très dangereux. Même à cet âge, nous pouvions sentir que quelque chose n'allait pas. En grandissant, nos aventures ne faisaient que s'intensifier. Le lycée est arrivé, et alors que la plupart des jeunes étaient occupés à rejoindre des équipes sportives ou à entamer des relations, Seth et moi continuions d'explorer. Mais quand mes parents m'ont surpris avec une petite moto tout-terrain, c'est là que tout a changé. Soudain, nous ne marchions plus seulement sur les sentiers, nous les dévalions à toute vitesse. Seth était aussi excité que moi, même si la moto était la mienne. Mon père nous a appris à la manier, nous regardant nous entraîner pendant des heures jusqu'à ce que nous puissions rouler sans tomber toutes les quelques minutes. Seth est devenu bon rapidement, et nous avons commencé à nous relayer. L'un de nous partait en trombe à travers les bois, tandis que l'autre restait derrière, attendant son tour. C'était un jeu dans nos têtes, bien plus que nécessaire. Vous voyez, celui qui était sur la moto accomplissait une sorte de mission audacieuse. Récupérer un artefact ou empêcher l'extinction d'un animal insaisissable, une sorte de crise importante d'une mission. L'autre personne devait rester en arrière et garder le camp de base en sécurité. C'est ainsi que nous appelions notre point d'atterrissage pour la moto. Nous gardions un petit bidon d'essence, beaucoup d'eau, des encas et une pelle à main. Toutes les choses basiques dont nous pourrions avoir besoin là-bas. Le gardien du camp organisait tout, faisait de petits abris avec des branches et des feuilles pour maintenir le camp aussi caché et discret que possible. Cela assurait la sécurité de l'homme en mission lorsqu'il reviendrait avec la moto. C'était juste pour s'amuser. Quelque chose à faire pour que l'autre personne qui ne conduisait pas ne s'ennuie pas à mourir. Cette moto nous a ouvert de nouveaux territoires. Nous nous sommes aventurés plus profondément dans la forêt que jamais auparavant, suivant les systèmes d'eau, les lits de rivières asséchés et les ruisseaux qui serpentaient à travers le feuillage dense comme des veines. On avait l'impression d'être les premiers à avoir jamais mis les pieds là-bas, découvrant d'anciens campements et structures oubliées depuis longtemps par le monde. Une fois, nous avons trouvé ce bâtiment à moitié enterré. Ce devait être une vieille cabane de chasse qui s'était effondrée sur elle-même. Rien de plus qu'un tas de bois pourris et de toitures en tôle. Mais c'était la moto qui nous donnait vraiment ce sentiment de liberté, d'invincibilité, ou du moins, c'est ce que nous ressentions. Si les choses devenaient jamais effrayantes ou dangereuses, nous pouvions en sortir à toute vitesse. Nous avons décidé d'explorer une zone que nous n'avions jamais touchée auparavant. Ce que Seth avait commencé à appeler l'arrière-pays. C'était plus loin que nous n'étions jamais allés, un fouillis sauvage et envahi de vignes enchevêtrées et d'arbres imposants, et des broussailles si épaisses
qu'on ne pouvait pas voir à 2 mètres devant soi sans pousser des branches. Il y avait un ruisseau qui le traversait, mais à part ça, c'était un labyrinthe de verdure. Nous avions exploré par là une fois auparavant, mais à cause de la nature envahie de tout cela, nous avions dû utiliser les voies douces d'eau sèche. Nous avions rencontré quelques moufettes ce jour fatidique et n'avions jamais essayé de l'explorer à nouveau. Mais maintenant que nous avions cette moto, ce serait un travail facile. C'était au tour de Seth de prendre la moto en premier et je l'ai regardé s'éloigner, le vrombissement du moteur résonnant tandis qu'il disparaissait dans les arbres. Je pouvais encore entendre le bourdonnement pendant les 10, peut-être 15 premières minutes. Mais ensuite, rien. Silence. J'ai pensé qu'il était juste allé un peu plus loin que d'habitude, qu'il explorait encore. Mais puis 30 minutes sont passées et j'ai commencé à m'inquiéter. Le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres à travers notre camp de base improvisé. Une petite clairière que nous avions aménagée avec quelques fournitures que nous gardions cachées, quelques bouteilles d'eau, un casque, une corde et une pelle. J'avais construit ce petit mur de pierre avec des abris de branches et d'aiguilles, de pin, le long du dessus. C'était vraiment presque comme un petit avant-poste. Finalement, le bruit du moteur a percé le silence et Seth est revenu en trombe dans la clairière, la terre giclant derrière les arbres alors qu'il s'arrêtait brusquement. Il a coupé le moteur et a retiré son casque, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué son visage, pâle, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir un fantôme. Il a expliqué pourquoi il était rentré au camp comme un missile. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, sentant déjà le malaise monter dans ma poitrine. Seth ne m'a pas répondu tout de suite. Il est resté assis là, fixant le sol, respirant fort. Finalement, il a parlé. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit. « Quoi ? Qu'as-tu trouvé ? » « Je ne sais pas, mec. C'est comme un camp ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment bizarre. » Ça a attiré mon attention, la tête, comme s'il essayait de chasser l'image de son esprit. Tu dois voir ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Suis juste le ruisseau. Quand il bifurque, va à droite et tu le verras. Mon cœur battait la chamade, mais la curiosité avait pris le dessus. J'ai attrapé le casque, sauté sur la moto et suis parti, suivant ses directions. Plus je m'enfonçais, plus la forêt devenait envahie, des branches me frappant les bras, l'air devenant épais et humide. J'ai suivi le ruisseau jusqu'à ce qu'il bifurque, comme il l'avait dit, puis j'ai tourné à droite. Et je l'ai vu, le camp. C'est à ce moment-là que j'ai souhaité avoir apporté plus de fournitures avec moi, ou au moins avoir fait le plein de la moto. Je me sentais trop exposé là-bas. Mais quand même, je me suis approché de ce que je regardais. Au début, je n'ai pas vraiment vu grand-chose, juste une clairière dans les arbres. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas un camp ordinaire. Il y avait une pierre au centre, comme un autel improvisé, avec les restes d'un feu dessus. Du bois carbonisé et des cendres étaient éparpillés autour, mais ce n'était pas le pire. Attachés aux arbres environnants se trouvait une famille d'animaux, des renards, morts et en décomposition, leur corps pendait mollement de cordes. Et puis j'ai vu une tête de mannequin. Elle était montée sur une souche, un visage grotesque réaliste y était sculpté, ses yeux fixant le vide. Elle avait toutes sortes de runes et de symboles fous gravés dans la souche et le plastique du visage. Il y avait d'autres choses aussi, des lampes de poche et des parties du corps en silicone attachées aux arbres, suspendues comme une sorte d'ornement malade et tordu. Tout l'endroit puait la décomposition et la saleté, et j'ai senti la bile monter dans ma gorge, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux. Qui attacherait des animaux morts et ça, aux arbres ? C'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu. Un homme, sale et débraillé, debout à la lisière de la clairière. Il me regardait, ses yeux sombres et creux, et puis il y avait une petite tente déchirée derrière lui, battant au vent comme quelque chose sorti d'un cauchemar. Mon esprit s'est vidé.
Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. J'ai couru vers la moto et je l'ai mise en marche, déchirant hors de là aussi vite que je le pouvais, le rugissement du moteur remplissant mes oreilles alors que je fonçais vers Cesse. Dieu merci, j'avais laissé cette chose en marche, parce que si j'avais dû démarrer cette moto dans la panique, je serais probablement mort maintenant. Je ne sais pas comment je le sais, c'est tout. J'ai filé à travers les arbres et n'ai jamais regardé en arrière. Regarder en arrière semblait aussi être une condamnation à mort sur le moment. Quand je suis revenu au camp de base, je pouvais à peine quelqu'un dans les bois. Il me regardait. Le visage de Seth est devenu encore plus pâle qu'avant. Je te l'avais dit, mec, on doit partir d'ici. Nous avons emballé nos affaires en un temps record, jetant tout dans nos sacs et nous précipitant vers la lisière de la forêt. Tout le long du chemin, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que nous étions observés, que l'homme était quelque part derrière nous, se cachant dans les arbres. Quand nous avons finalement surgi des bois et sommes retournés sur ce sentier familier qui menait au quartier, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé, et bien sûr, ils ne nous ont pas cru. Ils pensaient que c'était juste une autre de nos histoires farfelues. Mais je sais ce que j'ai vu, et Seth le savait aussi. Aucun rapport de police n'a été fait, rien du tout, et jusqu'à ce jour, ça me semble être une erreur massive de notre part. Ce type était bizarre là-bas. Son petit sanctuaire était un énorme signal d'alarme, peut-être la preuve de quelque chose de criminel. Nous n'étions que des gamins de 13 et 14 ans cependant. Nous ne savions pas mieux. Après cela, nous avons complètement évité l'arrière-pays. Nous ne sommes jamais retournés aussi profondément dans la forêt. Mon père a dû sentir que quelque chose n'allait pas, cependant, parce qu'il m'a donné un couteau de poche à garder attaché au guidon de la moto. Juste au cas où, a-t-il dit. Je n'ai jamais eu à l'utiliser, mais c'était un ajout sympa à notre équipement. Aucun de nous n'a revu ce type des bois, nous n'avons même jamais entendu parler de lui à nouveau. Mais chaque fois que je vois un animal écrasé, même aujourd'hui, je pense toujours à ces renards attachés à ces arbres. Je me souviens du premier jour où il est venu à notre porte. C'était un après-midi chaud, de ceux qui semblent paresseux, comme si le soleil lui-même prenait son temps pour fondre au-dessus des toits. Mon frère Édouard faisait les 100 pas dans la petite cuisine, se tordant les mains, tout nerveux. Il avait placé une annonce dans le journal pour trouver du travail, n'importe quel travail, vraiment. Et aujourd'hui était le jour où un homme nommé François Howard venait le rencontrer. Je n'avais que 10 ans, mais je me souviens avoir ressenti quelque chose d'étrange quand M. Howard est finalement arrivé. Ce n'était pas vraiment le genre d'homme qu'on s'attendrait à voir venir pour un emploi. Il était mince, presque frêle, avec des mèches de cheveux gris s'échappant de sous sa vieille casquette plate. Son costume, bien que soigné, semblait un peu trop grand pour lui, comme s'il avait été fait pour quelqu'un d'autre aux épaules plus larges et à la carrure plus imposante. Ses yeux étaient-ils la chose la plus étrange, cependant, bleu pâle et sauvage, mais il y avait quelque chose de vif en dessous, comme s'il réfléchissait constamment, complotait. « Bonjour, monsieur Budd », salua-t-il mon père quand la porte s'ouvrit. Sa voix était douce et agréable, trop agréable. Mon père lui serra la main. « Monsieur Howard, merci d'être venu. Édouard attendait avec impatience de vous rencontrer. » Édouard fit alors un pas en avant, et je me souviens avoir pensé à quel point il était plus grand que cet homme qui était venu l'emmener pour travailler à la ferme dans la campagne. Monsieur Howard regarda à peine mon frère, cependant. Il sourit, hocha la tête comme s'il accomplissait des formalités, mais ses yeux se posèrent sur moi et ils y restèrent. J'étais assise sur la chaise en bois, à moitié cachée derrière la table de la cuisine, essayant de ne pas me faire remarquer comme le font souvent les enfants. Mais quand ses yeux pâles m'ont trouvé, il semblait de presque me clouer sur place. J'ai bougé, mal à l'aise, me sentant presque comme un insecte sous une loupe. Il n'arrêtait pas de me fixer. « Ce doit être Grace », dit-il doucement, en continuant à m'observer. J'ai regardé mon frère,
incertaine si je devais lui répondre. « Oui, c'est ma petite sœur, dit-il. Elle est un peu timide. » Monsieur Howard sourit plus largement à cela. Ce n'était pas un sourire gentil. Il s'étirait trop loin sur son visage, une tension tirant sur ses lèvres. « Les filles timides sont les meilleures, vous savez. J'ai une nièce de son âge, environ 10 ans. C'est bien ça. » J'ai hoché la tête, la bouche sèche. Je voulais disparaître sous la table. Quelque chose chez lui me donnait la chair de poule, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi à l'époque. Il a ensuite tourné son attention vers mon frère, brisant enfin ce regard inconfortable, et a parlé de la ferme, des champs vallonnés, de la vie tranquille loin de la ville. Il a dit qu'Édouard s'intégrerait parfaitement. Il serait bien payé, logé confortablement. Mais toutes les quelques secondes, ses yeux revenaient vers moi. Cette conversation m'a semblé durer des heures. Édouard posait des questions. Mon père se contentait d'acquiescer, mais j'étais toujours figé. J'avais l'impression que le regard de M. Howard m'avait piégé dans une sorte de toile invisible. Je n'arrêtais pas de bouger sur mon siège, essayant d'ignorer la façon dont les poils de mes bras se dressaient chaque fois que ses yeux se posaient sur moi. Finalement, M. Howard s'éclaircit la gorge et ajusta sa casquette. J'ai oublié que c'est l'anniversaire de ma nièce aujourd'hui. Elle a à peu près l'âge de Grace. Je déteste la décevoir. Je me demande peut-être si Grace pourrait venir avec moi, rencontrer des filles de son âge, profiter d'une fête elle aussi. J'ai cligné des yeux, confuse, tout comme mon père. Je n'avais jamais entendu une telle demande auparavant, mais M. Howard n'était que sourire, que charme. Sa voix était douce, comme une berceuse destinée à vous mettre en confiance. « Oh, je ne sais pas », dit ma mère, entrant depuis la pièce voisine. « Elle est bien trop jeune pour sortir sans nous. »« Ce serait juste pour quelques heures, » assura M. Howard. « Je la ramènerai avant le coucher du soleil. Les filles seraient tellement ravies de rencontrer quelqu'un de nouveau. » Mon père se gratta le menton, et ses yeux se plissèrent, mais M. Howard ne fléchit pas. « Je vous promets, monsieur, que je suis digne de confiance. Vous avez ma parole. » C'était étrange comme la conversation a rapidement tourné après cela. C'était comme si sa voix avait tissé une sorte de sort, comme si mes parents ne pouvaient soudainement plus trouver de raison de s'opposer. Je voulais protester, dire que je ne voulais pas y aller, mais mes mots restaient coincés dans ma gorge. Quelque chose en moi me disait de rester silencieuse. Peut-être était-ce la façon dont son regard s'était adouci, devenant plus affamé avec chaque coup d'œil. « D'accord, vas-y, Grace, » dit mon père, me souriant. « Ce sera bon pour toi. Tu ne sors vraiment pas assez. » Alors je me suis levé, j'ai pris mon manteau, et j'ai suivi M. Howard hors de notre maison, hors de mon foyer, et dans un cauchemar. La marche jusqu'à la maison où M. Howard disait que la fête avait lieu ressemblait presque à un rêve. Les rues devenaient plus étroites, les bâtiments plus vieux et plus décrépits. Je n'aimais pas la façon dont le ciel semblait s'assombrir alors que nous marchions, bien que le soleil ne se soit pas encore couché. Les ombres s'accrochaient aux ruelles, presque comme si elles nous observaient. M. Howard était silencieux la plupart du temps, fredonnant doucement comme si tout était parfaitement normal. J'essayais de garder une petite distance entre nous, ne voulant pas être trop proche de lui, mais chaque fois que je reculais, il ralentissait, me forçant à garder le rythme. Finalement, nous sommes arrivés à cette vieille maison délabrée. La peinture s'écaillait et les fenêtres étaient en sombre. Ça ne ressemblait pas au genre d'endroit où quelqu'un organiserait une fête d'anniversaire. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, M. Howard sourit et dit « Attends ici, Grace. Je vais juste vérifier à l'intérieur pour m'assurer que tout me laissant debout sur le trottoir. » J'ai regardé autour de moi, mal à l'aise. La rue était vide, silencieuse. Même les oiseaux avaient cessé de gazouiller. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai erré un peu, cueillant quelques fleurs sauvages qui avaient réussi à pousser à travers les fissures des pavés. Mon cœur battait nerveusement dans ma poitrine.
Je me suis convaincu, je me suis dit que c'était juste une fête d'anniversaire, une petite aventure. Mais ce sentiment de terreur ne me quittait pas. Grace, la voix de M. Howard appela d'en haut. J'ai levé les yeux et l'ai vu faire signe depuis une fenêtre ouverte, son sourire à nouveau trop étiré. La fête est prête, entre. J'ai avalé ma salive, les nerfs montant dans ma gorge, mais j'ai fait ce qu'il demandait. J'ai monté les marches, le bois craquant sous mon poids, et j'ai ouvert la porte. La maison sentait la poussière et quelque chose d'autre, quelque chose d'aigre. L'air était épais, suffocant. Je suis entré, mais il n'y avait aucun son d'enfant qui riait, pas de décoration, pas de fête. L'endroit était complètement vide, juste le faible tic-tac d'une horloge quelque part à l'intérieur. Mes jambes semblaient lourdes, mais j'ai grimpé l'escalier, marche par marche, jusqu'à atteindre l'étage supérieur. La porte de la chambre était entr'ouverte, et je pouvais voir la lumière qui s'en échappait. « Monsieur Howard ?» ai-je appelé, ma voix tremblante. « Entre, Grace », répondit-il, sa voix douce comme de la soie. J'ai poussé la porte et suis entré dans la pièce. Elle était vide, à l'exception d'un lit, juste des murs nus et un sol poussiéreux. Puis, la porte du placard a grincé en s'ouvrant. Monsieur Howard en est sorti. Non, pas Monsieur Howard. Il était dépouillé de ses vêtements, son corps pâle se détachant sur la pièce assombrie. Ses yeux brillaient maintenant de quelque chose de bien pire que la faim. Il semblait excité de me montrer sa forme nue, presque sautillant d'un côté à l'autre, ses yeux fixés sur moi, mon cœur battant dans ma gorge. Nos regards se sont croisés, et il a affiché ce sourire hideux. J'ai haleutré et suis tombé en arrière. « Tu seras une gentille fille, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il, sa voix maintenant froide, dépourvue de cette fausse chaleur. La terreur m'a saisi, et je me suis tourné pour courir, mais il était trop rapide. Il m'a attrapé, ses doigts s'enfonçant dans mes bras, et m'a tiré vers le lit au centre de la pièce. J'ai donné des coups de pied, j'ai mordu, j'ai griffé, mais il était beaucoup plus fort qu'il n'en avait l'air. J'ai crié, mais personne n'est venu. Personne ne m'entendrait dans cet endroit oublié. Ses mains déchirant mes vêtements. J'ai commencé à pleurer et à implorer sa pitié, lui disant que je le dirais à mon père et que la justice serait bientôt rapide. Monsieur Howard a ri de cela et a seulement continué à m'étrangler. J'ai dit « Appelle-moi Albert », a-t-il répété. J'ai murmuré le nom. Il a hoché la tête puis a serré plus fort. Bonne fille. Ma vision s'est troublée et le monde s'est estompé dans le noir, sa silhouette étant la dernière chose que j'ai vue. Cela fait 5 ans que j'ai vu ma fille Grace. 5 longues années misérables depuis que cet homme, François Howard, comme il s'appelait, est entré dans nos vies. Je me souviens clairement de lui, même maintenant, avec sa petite stature et la façon dont il se tenait comme s'il était un homme humble et travailleur. Mais il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de mauvais, que je ne pouvais pas cerner sur le moment. J'aurais aimé maintenant avoir écouté ce sentiment lancinant. Je peux encore l'imaginer comme si c'était hier, le jour où il est entré dans notre maison. Il semblait si poli, si courtois. Il portait un costume bien repassé et une casquette, ressemblant plus à un homme d'affaires qu'à un agriculteur, bien que c'est ce qu'il prétendait être, un homme de la campagne cherchant à embaucher un jeune homme fort pour travailler sur sa ferme. Mon fils Édouard avait placé des annonces dans le journal, cherchant n'importe quel type de travail pour aider notre famille. Nous étions en difficulté, comme la plupart des familles, à cette époque, mais nous avions toujours l'espoir que quelque chose de meilleur nous attendait au tournant. Quand M. Howard est apparu, j'ai pensé qu'il pourrait être ce quelque chose de meilleur. Il semblait assez enthousiaste, serrant la main d'Édouard et bavardant sur combien ce serait bien d'avoir un jeune homme pour travailler au grand air, dans le calme de la campagne. Mais ce qui me reste en mémoire maintenant, ce qui hante mes rêves, c'est la façon dont ses yeux se tournaient constamment vers Grace. Elle n'avait que 10 ans, juste une petite fille, assise tranquillement à la table.
mais la façon dont il la regardait, j'aurais dû savoir. « Votre fille est une douce chose », disait-il, lui souriant de cette façon douce et troublante. Grace, timide comme toujours, souriait simplement en retour, ses grands yeux bruns écarquillés d'innocence. Elle n'avait aucune idée du genre de monstre assis en face d'elle. Ce n'est pas long avant qu'il ne commence à parler de sa nièce, sur comment elle avait le même âge que Grace et comment il y aurait une fête d'anniversaire pour elle cet après-midi même. Il a demandé si Grace pourrait venir, rencontrer d'autres enfants. « Je la ramènerai avant la nuit », a-t-il dit, et sur le moment, ça ne semblait pas si étrange. Une fête d'enfants semblait inoffensive, mais était excitée, bien sûr. J'ai dit oui. Une fête d'anniversaire signifiait gâteau, jeux et nouveaux amis. J'ai brossé ses cheveux, les ai attachés avec un petit ruban bleu qu'elle aimait tant et l'ai embrassé sur la joue avant qu'elle ne parte. « Sois sage », lui ai-je dit, « et écoute, monsieur Howard. » C'étaient les derniers mots que je lui ai jamais adressés. Des jours ont passé, puis des semaines. Les recherches n'ont rien donné. Chaque voisin, chaque coin de la ville a été fouillé, mais Grace avait disparu, évaporée dans les airs. La police a fait ce qu'elle pouvait, mais j'avais l'impression qu'ils ne faisaient un que poursuivre des fantômes. Nous n'avions pas de pistes, pas de vraies réponses, juste un vide là où ma fille se tenait autrefois. Après des mois d'angoisse, ils ont finalement pensé avoir trouvé l'homme responsable, Charles-Édouard Dupont, le superintendant local. Sa femme séparée l'avait dénoncé, affirmant qu'il s'était comporté étrangement autour des jeunes filles, qu'il avait eu un comportement erratique dans les semaines précédant la disparition de Grace. Dupont n'avait pas d'alibi, pas de défense pouvant expliquer où il était le jour où Grace avait disparu. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait vraiment être le coupable. Mais ce n'était pas lui. Il a été libéré sans inculpation 1 an et demi plus tard. Une autre impasse. Puis, 5 ans après ce jour maudit, une lettre est arrivée. Je me souviens du moment où je l'ai tenue dans mes mains, lourde, de mauvais augure. Le papier semblait trop épais, l'encre trop noire. Je ne pouvais pas la lire moi-même. Illettré comme je l'étais, je n'avais donc pas d'autre choix que de demander à Édouard de la lire à haute voix. Au moment où les mots ont quitté sa bouche, mon sang s'est glacé. Ma chère Madame Budd, en 1894, un ami à moi s'est embarqué comme matelot sur le vapeur Tacoma, capitaine Jean Davis. Ils ont navigué de Marseille vers Hong Kong, en Chine. En y arrivant, lui et 2 autres sont allés à terre et se sont enivrés. À leur retour, le bateau était parti. À cette époque, il y avait une famine en Chine. La viande de toutes sortes coûtait 1 à 3 francs la livre. Si grande était la souffrance parmi les plus pauvres que tous les enfants de moins de 12 ans étaient vendus comme nourriture afin d'empêcher les autres de mourir de faim. Un garçon ou une fille de moins de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Vous pouviez entrer dans n'importe quelle boutique et demander un steak, des côtelettes ou de la viande à ragoût. Une partie du corps nu d'un garçon ou d'une fille serait apportée, et exactement ce que vous vouliez serait coupé. L'arrière-train d'un garçon ou d'une fille, qui était la partie la plus douce du corps, était vendu comme escalope de veau et rapportait qu'il a acquis un goût pour la chair humaine. À son retour à Paris, il a volé 2 garçons, un de 7 ans et un de 11 ans. Il les a emmenés chez lui, les a déshabillés et les a attachés dans un placard. Puis, il a brûlé tout ce qu'ils portaient. Plusieurs fois par jour et nuit, il les a fessés et torturés pour rendre leur viande bonne et tendre. D'abord, il a tué le garçon de 11 ans parce qu'il avait le plus grand arrière-train et bien sûr, le plus de viande dessus. Chaque partie de son corps a été cuisinée et mangée, sauf la tête, les os et les entrailles. Il a été rôti au four, bouilli, grillé, frit et mijoté. Le petit garçon a suivi et est parti de la même façon. À cette époque, il vivait au numéro 409, rue de l'Est, près du côté droit. Il me l'a dit si souvent combien la chair humaine était si bonne que je me suis décidé à y goûter moi-même.
La lettre était ignoble, impie. À tous égards, l'homme qui l'avait écrite décrivait des horreurs, des choses indicibles sur des enfants vendus comme nourriture pendant la famine en Chine. Il parlait de comment son ami avait développé un goût pour la chair humaine et comment lui aussi était devenu curieux de savoir ce que ça pourrait être. Son ami avait vécu dans un appartement adjacent à Paris, où il cuisinait son propre ragoût avec des restes d'enfants dans son placard. C'est là que l'expéditeur de la lettre avait goûté pour la première fois à la chair humaine. Je voulais empêcher Édouard de continuer à lire, mais je ne pouvais pas. Quelque chose à l'intérieur me disait que je devais entendre le reste. Je devais savoir. La voix d'Édouard tremblait alors qu'il continuait. Je pouvais voir la couleur quitter son visage alors qu'il poursuivait. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai rendu visite au numéro 406, rue de l'Ouest. Vous ai apporté du fromage blanc et des fraises. Nous avons déjeuné. Grace s'est assise sur mes genoux et m'a embrassé. J'ai décidé de la manger. Sous prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit oui, elle pouvait y aller. Je l'ai emmenée dans une maison vide à l'ouest de la ville. Je l'avais déjà choisie. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle a cueilli des fleurs sauvages. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, détaillant de manière grotesque et horrible comment cet homme, ce monstre, avait pris ma fille. Comment il l'avait attirée dans une maison vide sous prétexte d'une fête d'anniversaire. Comment il l'avait déshabillée, torturée et étranglée à mort. Et puis, comment il l'avait mangée. Mon corps était engourdi, tandis qu'Édouard lisait ces derniers mots. Le monde autour de moi semblait s'assombrir, s'effondrer vers l'intérieur alors que la vérité s'enfonçait. Monsieur Howard, François Howard, n'était pas le gentil vieil agriculteur qu'il prétendait être. Son vrai nom était Albert Poisson. C'était un homme bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il avait ma grâce et il lui avait fait des choses que je ne pouvais même pas comprendre. La lettre décrivait comment il avait démembré son corps, comment il avait ramené sa chair dans ses chambres et comment il l'avait mangée sur une période de 9 jours. 9 jours, murmura Édouard, sa voix tremblante. Il l'a mangée. Quand tout était prêt, je suis allé à la fenêtre et je l'ai appelée. Puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle soit dans la pièce. Quand elle m'a vu tout nu, elle a commencé à pleurer et à essayer de descendre les escaliers en courant. Je l'ai attrapée et elle a dit qu'elle le dirait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et griffait. Puis, je l'ai étranglée à mort, l'ai coupée en petits morceaux pour que je puisse emporter ma viande dans les chambres, la cuisiner et la manger. Comme son arrière-train était doux et tendre rôti au four. Il m'a fallu 9 jours pour manger tout son corps. Je ne l'ai pas violée, bien que j'aurais pu et j'aurais aimé l'avoir fait. Elle est morte vierge. Mon estomac s'est retourné. La bile montant dans ma gorge, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais faire était de rester assise là, engourdie, tandis que le poids de l'horreur s'abattait autour de moi. J'ai apporté la lettre à la police. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ils ont immédiatement lancé une enquête, traçant le papier à lettres sur lequel elle avait été écrite. Il était marqué de cet emblème hexagonal distinctif,